18h passées de 15 minutes dans le studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'écouter les programmes de studio Kalangu via nos 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. Bienvenue à tous dans le forum de studio Kalangu qui porte aujourd'hui sur le thème « Quel accès aux services de santé pour les femmes handicapées au Niger ?» La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en son article 25, souligne que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Elles ont droit aux services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation pour leur permettre de jouir pleinement de tous les droits et de toutes les libertés fondamentales. Seulement selon certaines personnes handicapées interrogées et selon des constats sur le terrain, ces personnes handicapées ont du mal à bien jouir de ce droit car elles rencontrent des difficultés d'accès aux services de santé par exemple. Et c'est surtout les femmes handicapées qui représentent 2,6% des personnes handicapées au Niger qui sont plus touchées par ce problème. Alors, quel accès aux services de santé pour les femmes handicapées au Niger? C'est la thématique principale de ce forum. Et pour trouver des réponses à cette question principale et à bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Mme Halima Alice Mekassoua. Elle est présidente de l'association Femmes handicapées pleine d'expérience, une structure de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Elle est également femme handicapée. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous recevons M. Samaïla Mamadou, secrétaire général du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé Roassen. Bonsoir. Bonsoir. Le ministère de la Santé invité n'a pas envoyé de représentant. Je suis Nafissa Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous, chers auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Studio Kalangu. Merci de nous recevoir chez vous pour suivre ce débat qui porte sur l'accès des femmes handicapées aux services de santé. Avant d'entamer le débat, je vous propose de suivre ce témoignage d'une femme handicapée sur sa situation d'accès aux services de santé. Je vous propose de l'écouter. Je suis une femme handicapée locomotrice appelée en langue nationale Gourmou. Nous avons beaucoup de problèmes d'accès aux différents centres de santé. Par exemple, dans les services de soins, nous avons des difficultés de parvenir au niveau de l'agent traitant à cause de la distance entre les services ou le carrelage qui rend les surfaces lisses et glissantes. Les centres de santé sont des lieux à risque. Nous ne devons pas y ramper à chaque occasion et même ceux qui ont des béquilles ne peuvent se déplacer sur les carreaux glissants, des fois avec leur grossesse. Le second problème, c'est l'accueil. C'est à peine qu'une infirmière nous accueille et elle te demande avec mépris de montrer sur la table de consultation. Et quand tu lui dis que tu ne peux pas, elle te demande comment donc tu es tombée enceinte. Vous voyez, et en plus, elle nous minimise, car pour elle, nous sommes toutes des mendiantes. Malgré cela et le manque de moyens, nous sommes obligés d'aller nous faire consulter pour éviter toute complication. Mais malheureusement, la majorité des femmes handicapées ne partent pas se faire consulter à cause de ce mauvais accueil. Vous venez là donc d'écouter un témoignage d'une femme handicapée sur l'accueil qui leur est réservé dans les centres de santé. Je commence donc par vous, Madame Halima Alice. Vous êtes femme handicapée, vous êtes membre d'une association de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Après écoute, quelle réaction? Est-ce que vous affirmez ce qu'elle vient de dire, cette femme handicapée, votre consort? C'est vrai, c'est qu'elle évoque comme problème, il est là. Les carreaux glissants, les béquilles, tout ce qu'elle dit, c'est vraiment vrai. Mais il faut noter que aussi, c'est un problème en fait qui concerne toutes les femmes. Pas que les femmes handicapées. Pas que les femmes handicapées. L'accueil, c'est vrai, il est ce qu'il est. Mais il faut reconnaître aussi les infirmières et les agents de santé aussi sont vraiment... Comment on appelle ça? C'est ce qu'elle vient d'évoquer, mais comme vous le dites, ce n'est pas que les femmes handicapées, mais malheureusement, c'est surtout vous, les femmes handicapées, qui sont les plus vulnérables. Oui. Les autres femmes, parfois aussi, se plaignent. En plus, voilà, nous, femmes handicapées, avec notre handicap,
Donc, vous voyez, le problème est vraiment double chez la femme handicapée. Non seulement les femmes qui ne sont pas handicapées, eux aussi, elles rencontrent des problèmes. Si vous écoutez aussi leurs témoignages, ils vont vous dire, bon, le problème qu'elles rencontrent. Bon, à plus forte raison que toi, avec ton handicap, encore le problème est encore plus crucial. Donc, c'est comme nous, les femmes handicapées, quand on vient, déjà, par exemple, celle qui vient de parler, elle parle de l'accueil. Nous-mêmes, à notre niveau, est-ce qu'on accepte notre handicap? Effectivement. Oui. Une femme avec grossesse, par exemple, qui vient dans son tricycle. Donc, vous voyez, le tricycle n'est pas accessible jusqu'à, par exemple, le bureau d'une gynécologue. Donc, peut-être un accès n'est pas réservé pour les tricycles. Donc, elle doit descendre, peut-être même ramper. Donc, et les autres femmes sont là, en train de la regarder. Maintenant, ce n'est plus un souci on est venu à l'hôpital. Maintenant, c'est cette femme-là maintenant qui devient... qu'on regarde comme si tu es devant une télé pour voir comment elle va se débrouiller, comment elle va faire. Déjà, il y a cette gêne qui est là. Ensuite, même arrivé maintenant... Le regard de la population voilà, le regard de la constitue un gêne pour cette... avant même d'arriver aux agents de santé. Aux agents de santé. Oui. Maintenant aussi, j'ai parlé de problème d'accessibilité. Effectivement, continue. Il y a ce problème crucial qui est l'accessibilité, il est difficile. Expliquez-nous. Voilà. Par exemple, moi j'ai une béquille. Je viens, je trouve des carreaux qui sont glissants. Comme l'a relevé. Comme elle a relevé. Et je suis encore en état de grossesse. La marche, c'est difficile. C'est vraiment pénible. Même pour une femme enceinte en situation normale, quand la grossesse est à terme, la marche est difficile. À plus forte raison, si tu dois t'appuyer sur une béquille et avec les carreaux glissants, il y a cette peur de tomber, de faire mal à son bébé. Donc, il y a ce problème qui est là, le problème d'accessibilité. Ou bien tu viens, tu fais face à un escalier qui est là devant toi. Il n'y a même pas de rampe pour appuyer et aller jusqu'aux soins de santé. L'accès même, il y a un problème vraiment d'accessibilité. Et la relation entre vous et les agents de santé, comment elle se porte? Bon, ça c'est en fait cas par cas. Oui. Il y a des femmes vraiment qui sont compréhensives. Donc, je peux vous parler, par exemple, j'ai assisté à un atelier où une femme disait qu'elle est venue à une consultation et qu'il y avait un problème de la table. La table de consultation. La table de consultation. Donc, elle n'arrivait pas à monter sur la table. Qu'est-ce que le docteur a fait? En fait, c'était docteur Madeleine, si je peux me permettre. Ça, c'était un bon témoignage. Et puis, vraiment, chapeau à elle. Oui, c'est un témoignage positif. Comme la dame n'arrivait pas à monter sur la table gynécologique, elle dit, elle a étalé un pagne. Elle dit que c'est là vraiment, elle a apprécié vraiment le geste. Donc, elle a étalé un pagne, elle s'est couchée, on lui a fait sa consultation. Sans problème, elle est rentrée. Donc, elle a donné un bon témoignage de docteur Madeleine qui l'a accueilli véritablement. Mais pour certains, ce n'est pas le cas. Quels sont les problèmes auxquels vous faites la table même gynécologique, elle n'est pas accessible aux femmes en situation, aux femmes handicapées. On ne peut pas monter. D'accord. Donc, si on peut, par exemple, pallier à ça, puisque pour une égalité de chances avec les autres, il devait y avoir un aménagement. Un aménagement, bon, par exemple, chercher il y a des forgerons ou bien des quand même confectionner des lits adaptés. Voilà. Oui. Voilà. Qui peut être très basse. Mais est-ce que vous pensez même en général, les femmes handicapées, elles se rendent massivement, elles se rendent massivement mais au centre? Si les barrières, si les obstacles sont résolus, avec des témoignages, si elles savent que c'est accessible, qu'est-ce qui va les empêcher d'y aller? Mais actuellement, elles ne partent pas parce que... Oui, elles ne partent pas, oui. Oui, elles ne partent pas parce qu'elles se demandent maintenant comment je vais accéder à l'endroit. Quel traitement même pas le traitement, l'accessibilité même. Comment je vais accéder maintenant à l'endroit? S'il y a des escaliers, si je suis en tricycle, est-ce que mon tricycle peut me permettre d'arriver jusqu'à cette table gynécologique-là? Maintenant, si je suis en béquille, est-ce que ma béquille ne va pas glisser? Est-ce que je ne vais pas tomber? Si toutes les barrières-là sont levées, et puis qu'est-ce qui va empêcher aux femmes handicapées d'y se rendre
Donc, vous voyez. Nous allons donc revenir vers vous, le temps de donner la parole à notre deuxième invité. Cette problématique d'accès aux services de santé est une réalité, comme l'a dit Mme Alice, et nous retenons que la plupart de ces femmes handicapées sont réticentes à se rendre même dans les centres de santé pour des raisons discriminatoires, comme elle vient de le dire, quand il s'agit de leur fournir des soins ou services médicaux à raison de leur handicap. Alors vous, comment comprendre cette situation, monsieur Samela? Merci donc de cette opportunité donc pour nous de parler d'un droit et un droit universel. Effectivement. Parce qu'il faut le rappeler, le droit à la santé, c'est un droit qui est consacré par la législation. Donc tout individu ou toute personne, en tout cas, a le droit de jouir de ce droit. De ce droit. Et concernant ce droit d'accès ou de jouir à la santé, je pense que la législation a prévu un certain nombre de dispositions. Comme l'adaptation donc des formations sanitaires aux situations donc qui puissent permettre aux personnes handicapées de pouvoir avoir accès donc à ces formations sanitaires. Et c'est vrai que entre ce que la politique prévoit, ou en tout cas ce que la loi ou les décrets prévoient, et la mise en exécution, il y a quelquefois un énorme fossé. Et il y a certaines formations qui se sont anciennes, qui se sont conformées. Quand je prends le cas des personnes handicapées qui ont besoin d'avoir accès à travers des rampes, il y en a qui ont eu à le faire. Mais je sais que de plus en plus, toutes les nouvelles formations qui sont en train de se construire, généralement, on prévoit d'avance dans l'architecture, donc de pouvoir disposer des rampes d'accès. Et je pense que le problème de l'adaptation, il doit être beaucoup discuté, on doit mettre beaucoup l'accent. Parce que quand on parle de carreaux, c'est dangereux pour tout le monde. Effectivement, il n'y a pas que les surtout dans les formations sanitaires où il est vraiment nécessaire d'avoir un sol qui soit très propre. Et maintenant, il arrive aussi que dans ces formations sanitaires, que le sol ne soit pas si propre que ça. Parce que le carreau, il suffit que vous ayez du sable qui soit dessus, ou de l'eau, et il devient plus glissant que quand il est lissé. Et aussi le deuxième aspect, je pense que partout où il y a des barrières, où il y a la stigmatisation, l'accès devient difficile. Ou la jouissance de certains droits. Elles sont obligées de se renfermer sur elles-mêmes. Oui, parce que l'être humain a sa dignité et c'est très difficile, en tout cas, d'accepter qu'on bafoue cette dignité. Ce qui fait que certains, même contre le mal, ils sont prêts à lutter de manière stoïque contre le mal plutôt que d'avoir à affronter cette situation. Effectivement. Et je pense que il est de notre devoir, d'abord nous en tant qu'acteurs, de rappeler aussi aux soignants. On sait que le problème d'accueil, c'est un problème global. C'est un problème global. On est en train toujours de chercher à résoudre. Et c'est un problème qui ne trouvera sa résolution que dans la dénonciation. Effectivement. Parce que tant qu'il y a le mauvais accueil et qu'on ne mette pas le point sur ce mauvais accueil, on ne pourrait jamais trouver de solution. Parce que cette personne est appelée à répéter de manière, en tout cas, indéfinie. Parce que tout simplement, quand on ne dénonce pas et quand il n'y a pas un système qui fait la répression ou qui corrige, on va toujours répéter la même chose. Et je dirais que le témoignage par rapport à ce que le professeur, je pense que c'est professeur Madeleine, au-delà du docteur, je crois bien. Oui, c'est professeur Madeleine. Professeur Madeleine. Professeur, oui, c'est un bon exemple. Mais un exemple, je pense, qui dénote de l'expérience, mais aussi de l'amour qu'on a pour le travail qu'on fait. Et aujourd'hui, je dirais que la technologie est assez avancée. Mais quelque part, c'est dans notre système, quand nous acceptons certaines choses, nous n'avons pas de vision. Parce que les tables télescopiques aujourd'hui, il en existe.
Et c'est possible ici localement avec nos artisans, comme vous l'avez dit, d'en fabriquer. Le système, aujourd'hui, la technologie, elle est partout. Donc, ce n'est pas un problème. Et c'est même d'ailleurs des choses qui vont coûter moins que les tables qu'on est en train de commander à l'extérieur pour pouvoir équiper nos formations sanitaires. En tout cas, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Oui. Et je peux vous assurer que la loi ou la législation a couvert tous ces aspects. Mais c'est seulement la mise en application qui pose problème. Mais vous, au niveau du Roassen, est-ce que sur le terrain, vous avez déjà eu à identifier l'ensemble de ces problèmes liés à l'accès aux soins pour ces femmes handicapées? Oui, pour ceux qui est déjà, je dirais, le Roassen, avant même que le ministère de la Population donc, ne soit fusionné au ministère de la Santé, il y a un travail que nous avons eu à faire par rapport à ce problème d'accès. De pouvoir faire en sorte que tout ce qu'il y a comme bâtiment, service public, puisse être un bâtiment vraiment qui soit accessible à tout le monde et qu'on puisse prendre en compte la situation de tout un chacun. Et maintenant, le problème auquel on se trouve confronté quelquefois, c'est que tant que la décision ne vient pas d'en haut et qu'elle ne soit pas une instruction des autorités concernées, elle trouvera difficilement une solution. Mais quand je prends le cas des formations sanitaires, je pense que le problème peut se régler de manière locale. Parce qu'une formation sanitaire a un comité de gestion. Et ce comité de gestion a certaines prérogatives qui peuvent avoir des impacts. Parce que ce comité... comme vous l'avez dit, donc il faut dénoncer. Il faut dénoncer, oui. Et dénoncer par rapport au comportement, mais aussi dénoncer par rapport à la situation. Effectivement. Aujourd'hui, on a vu que comme ce n'est pas uniquement au niveau des formations sanitaires, même le transport aujourd'hui. Une personne handicapée, quelquefois, est obligée, en tout cas, de subir certaines choses quand il s'agit d'emprunter ou d'utiliser les services publics. Oui. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de dénoncer et d'appeler les autorités concernées à pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Il faut donc dénoncer. Alors vous, madame, oui, Alice? En fait, il n'y a pas que le problème d'accessibilité. Oui. Il y a aussi un problème de mentalité. Par exemple, dans d'autres pays, si vous partez, la personne handicapée, elle est reconnue, elle a des droits. Elle est, même si je peux dire, privilégiée. Par exemple, au niveau du transport. Dès qu'une personne handicapée se présente, tu vas voir dans d'autres pays, elle est prioritaire. Oui, justement, le droit à la santé, on le dit, suppose à la fois des libertés et des droits. Mais est-ce que vous, les femmes handicapées, elles ont même connaissance de ce droit ici au Niger? Oui, on est dedans parce qu'il y a handicap international. Je me rappelle, on faisait partie même des poules de formateurs. On faisait des sensibilisations sur le droit et devoir des personnes handicapées. Donc, il y a eu des sensibilisations par rapport à ça. C'est vrai, certains sont au courant, mais on est quand même sur ça. Au niveau de Niamey, maintenant jusqu'à même l'intérieur du pays, on est en train de faire des sensibilisations. La fédération est en train de mettre le paquet pour qu'il y ait connaissance des droits des personnes handicapées. Maintenant, j'étais en train de parler, on a parlé de l'accessibilité, mais par exemple, il n'y a pas que l'accessibilité. Maintenant, tu viens au centre de santé. Maintenant, tu trouves toute une foule. Pour payer ta facture, c'est toute une queue qui est là. Toi, en tant que personne handicapée, tu ne peux pas te tenir debout. Être dans la même file que les personnes bien portantes. Oui. Mais oui, pourquoi ne pas prévoir, par exemple, une caisse pour les personnes handicapées? Si la population ou bien les gens ne sont pas... Chacun est pressé peut-être pour vaquer à ses occupations. On devait prévoir, oui. Oui, prévoir une caisse maintenant pour ces personnes-là. Ils peuvent aller vite régulariser leur facture. Donc, vous voyez, se tenir debout, payer sa facture, c'est vraiment pénible quand elle vient au centre de santé. Ce qui fait que certains se demandent même qui va m'aider, comment je vais faire. Donc, rare, tu trouveras une personne qui va dire, je vais payer ma facture, attends, je vais prendre ta facture pour aller te la payer. La personne est pressée même de finir avec l'hôpital et puis rentrer à la maison. C'est l'un des problèmes aussi auxquels vous faites face. Mais à part ce problème et la question gynécologique, quels sont les autres soins spécifiques auxquels vous n'avez
n'avez pas tellement accès ou bien vous rencontrez aussi des difficultés? Bon, vous savez, le social, il y a le social qui est là. Par exemple, on a besoin de visiter aussi nos parents qui sont malades. Et parfois, ces parents-là, ils sont à quel niveau? Parfois, ils sont, tu vois, ils sont dans des chambres où il faut monter premier étage, deuxième étage. Donc, vous voyez? Donc, on ne peut que rester à la maison ou bien envoyer nos salutations parce que l'endroit n'est pas accessible. C'est vrai, c'est un problème qui est là, on reconnaît. Mais dans la mesure du possible, on peut vraiment faire les rampes partout. Puisque, par exemple, dans les ministères publics, il y a le ministère d'Habitat et de l'Urbanisme quand même, qui a, dans la loi comment on appelle ça, de 2017, la loi a trouvé... Que dit cette loi, oui? Oui. Donc, elle dit que tous les ministères publics quand même doivent doter des normes d'accessibilité aux personnes handicapées. Donc, c'est vrai. Vous, Madame Alice, vous êtes une femme handicapée, si on peut le dire. Vous présentez un handicap également. On sait que vous vous rendez également dans les centres de santé. Particulièrement, parlez-nous peut-être, vous avez un témoignage d'une situation à laquelle vous avez fait face dans un centre de santé. En fait, moi-même, je suis mère de comment on appelle ça, j'ai des enfants. Oui. Maintenant, quand j'étais tombée enceinte, le problème que j'ai rencontré le plus souvent, c'était quoi? Si je dois aller en consultation, donc je devais me lever très tôt le matin pour pouvoir avoir un numéro. Et imaginez, une femme handicapée, donc je dois sortir, chercher un taxi qui va m'amener. Si le moyen de déplacement fait défaut. Si le moyen de déplacement fait défaut. C'est vrai, ce n'est pas mon cas. J'ai un moyen de déplacement. Mais malgré ça, je dois me lever très tôt. Le temps que j'arrive, je trouve déjà une queue qui est là. Et vous devrez suivre cette queue? Oui, je devais suivre cette queue. Je devais avoir un numéro. Parce que quand même, toi, tu t'es levé à 3h du matin en tant que femme bien portante. Tu viens pour chercher ton numéro. 3h du matin peut-être. C'est compliqué. Tu vas venir céder ta place. C'est pas facile de céder sa place peut-être. Si vraiment, il faut avoir peut-être la crainte de Dieu ou bien être très charitable pour laisser sa place à quelqu'un qui vient d'arriver peut-être à 7h ou bien à 6h. Vous voyez. Donc j'ai eu à confronter ce problème-là de me lever très tôt le matin à 4h dès que la prière pour venir chercher un numéro. Donc rentrer dans le rang. Et ensuite suivre le processus. Donc vous voyez, ça m'a fait tellement... Donc, je me dis que si ma sœur qui n'a pas de voiture, par exemple, elle doit prendre un taxi, elle va arriver à 8h. Les numéros peut-être sont déjà terminés. Donc, tu dois repartir, revenir. Donc, vous voyez le coût de la vie aussi. C'est vraiment pas facile pour une femme handicapée dans ce cas-là. Donc, j'ai été victime de ça. J'ai vu que vraiment, c'était pas facile. Et que dès qu'on tombe enceinte, il y a cette peur qui est là, les consultations. Mais pour faire la situation, est-ce que vous pensez qu'à la date d'aujourd'hui, vous êtes nombreuses, ces femmes handicapées qui partent dans ces centres de santé se faire soigner? Ou bien elles sont... oui, bon. La fréquentation est en baisse? Non, c'est vrai, il y a un changement. Il y a un changement de plus en plus. Les femmes là vont. Mais il y a certaines femmes quand même. Par exemple, on sait qu'on est en situation, on a un problème qui est là de symétrie. C'est-à-dire? Donc, ceux qui sont, par exemple, nous qui sommes allés à l'école, on sait que par exemple, une femme handicapée, elle a un bassin asymétrique qui n'est pas normal. Donc, on s'attend déjà à une césarienne. On s'attend déjà à une césarienne. Oui. Et on connaît les problèmes aussi. Par exemple, on ne sait pas si la grossesse est extra-utérine ou intra-utérine, tout ça là, parce qu'on a été à l'école, on connaît ce problème-là. Donc, on se précipite facilement. Dès qu'on tombe enceinte, on va aux soins et on sait qu'on est suivi. Mais il y a nos sœurs qui sont là. Elles n'ont pas été, elles ne sont pas au courant de ça là. Elles ne connaissent pas les risques. Certains n'y vont pas. C'est des risques énormes, M. Sameila. Quel impact cela pourrait y avoir vraiment sur la vie de ces dernières? Le fait qu'elles ne s'y rendent pas massivement se faire soigner pour des raisons dont on a évoqué plus haut, les raisons discriminatoires et autres dont elles font objet. Oui, bon, je pense que le plus grand risque, c'est la détérioration de la santé. Et ce qui peut aller au-delà aussi, c'est que ça peut avoir des complications qui, avec le temps, peuvent engendrer
d'autres maladies. Bon, je ne m'avancerai pas pour aller jusqu'au stade, mais je sais que une grossesse qui n'est pas bien suivie, même chez la femme qui n'est pas handicapée, peut constituer des problèmes. À plus forte raison chez une femme qui est handicapée. Donc, et surtout, la notion de ne pas avoir cette connaissance. C'est ça le plus grand problème. Il faudrait qu'on puisse prendre les mesures pour pouvoir sensibiliser davantage. Et quoi qu'il en soit, l'accès ou aller vers la formation sanitaire, c'est le premier recours. Et de tout temps, les sensibilisations qui sont faites, dès qu'il y a un problème de santé, il faut aller consulter, quel que soit ce problème. Le plus petit, minime que ce soit, même si c'est des maux de tête, en tout cas, si on juge qu'on a accès aux formations sanitaires, il faut aller. Mais, comme elle a eu à le dire, notre système est ce qu'il est. Il a besoin qu'on l'améliore. Sinon, les personnes handicapées sont citées parmi les personnes vulnérables. Et à ce titre, je dirais que la loi sur la protection sociale, qui a été donc adoptée en 2018, concède un certain nombre de droits et aussi a demandé la mise en place d'un certain nombre de dispositions telles que la gratuité des soins, en tout cas pour certaines catégories de personnes en situation de vulnérabilité, et aussi la création des conditions, comme elle a eu à le dire. Normalement, le bon sens voudrait que si, au même titre qu'on respecte les personnes âgées quand elles viennent dans un endroit, qu'une personne handicapée aussi, qu'on la respecte de cette manière. Qu'on la respecte et qu'on puisse lui donner la possibilité d'avoir cette facilité. Parce que elle, c'est un double désavantage. Déjà, ce que la personne qui n'est pas handicapée subit, la personne handicapée subit le double ou même le triple. Malheureusement. Donc, les services, ça c'est notre responsabilité. Les services sont libres de pouvoir arranger ou mettre des dispositions qui peuvent permettre de faciliter. Vous prenez le cas je vous prends juste le cas, c'est un exemple que je vais prendre, peut-être qui n'est pas adapté, mais c'est le même cas. Aujourd'hui, quand vous allez dans certaines structures ou formations, telles que les services publics comme la SNE, tels que certains services privés comme les boulangeries, vous allez trouver la queue. Mais quand la femme vient, on lui permet, pour certains, même de se mettre au devant pour être servi la première, ou on adopte un système 2 hommes, une femme. 2 hommes, une femme. Pour les favoriser. Ou un autre guichet. Mais c'est que peut-être qu'on amène le changement de mentalité. C'est mieux que de chercher à impacter sur les structures. Parce que sur les structures, quand on leur demande de fournir un autre service, c'est des coûts pour ces structures. Et c'est des difficultés pour pouvoir le faire. Et puis même, peut-être même avec les sanctions, on pouvait peut-être changer la donne. Bon, les sanctions ne vont pas toujours parce que les gens vont vous brandir le droit. Aujourd'hui, on est en démocratie. Donc, ce qui serait le plus intéressant, c'est de pouvoir agir sur la mentalité. Aujourd'hui, de la même façon que quand je suis assis, je vois quelqu'un qui est plus âgé que moi, ou en tout cas une femme enceinte, je ne peux pas être assis si l'éducation que j'ai reçue, j'ai reçu une bonne éducation, pas une femme enceinte même, une femme, que moi je sois assis et qu'elle soit debout. C'est pas normal. Dans le bon sens. Donc c'est vraiment sur cette mentalité qu'il faudrait qu'on puisse agir pour avoir un certain changement. Madame Alice, êtes-vous d'avis qu'il faudrait vraiment miser sur cette Effectivement, parce que j'ai un petit témoignage aussi. Je me rappelle, un jour, j'ai été prendre mon salaire dans une des banques. Je ne dirai pas la banque. Maintenant, il y avait une queue qui était là. Donc, arrivé, donc je me demandais, je vais rentrer dans la queue ou bien ils vont me permettre... Oui. Donc, j'étais de côté. Donc, j'attendais qu'une bonne âme charitable ou bien me dise, madame, voilà.
Et effectivement, vous avez... Oui, quelqu'un a dit aux autres, laissez-la passer. Et il y avait un monsieur qui était dans le rang, il dit, hey, donc on est tous c'est malades. C'est ça le changement de mentalité dont on parle. Oui, il faudrait... Donc certains sont d'accord, ils sont vraiment compréhensifs, oui. Mais malheureusement, il y a certaines personnes quand même. Oui, Et j'ai dit donc, monsieur, donc laissez, je vais attendre mon tour. Donc vous voyez, donc, il faut vraiment un changement de mentalité. Effectivement, et pour revenir sur le cas même des centres de santé, plus haut, M. Samaïla disait qu'il faudrait peut-être dénoncer certains mauvais traitements dont vous faites face. Est-ce que vous arrivez, il vous est une fois arrivé de dénoncer, est-ce que vous dénoncez ce genre de traitement? Bon, dénoncer, de façon juridique, non. Mais quand même, on raconte au niveau des ateliers, on dénonce, on parle, et puis on prend il y a des recommandations qui suivent par rapport à ça. Ça aussi, c'est une forme de dénonciation. Mais aller jusqu'à, par exemple, ça dépend. Ça dépend du délit. De qu'est-ce qui s'est passé. Les petits délits, peut-être on dénonce de façon verbale, comme ça, entre amis, on raconte, on dit. Et qu'est-ce que vous ressentez dans votre peau lorsque vous êtes mal accueilli dans un centre de santé? Une femme, femme handicapée. Vous faites toute femme, même si elle n'est pas handicapée, quand elle est mal accueillie, elle est frustrée, elle a mal. En plus, raison si on dit que tu as un handicap. Tu vas rapporter cela à ton handicap. Tu vas dire que en fait, c'est parce que je suis femme handicapée, on m'a fait ceci, on m'a fait ça. Alors que ça pouvait arriver même si tu ne l'es pas. Donc la douleur, elle est vraiment double. Et cette douleur peut t'amener à ne pas avoir envie d'y fréquenter ce centre pour une Parfois, c'est un défi. Voilà. Parfois, c'est un défi. Parfois aussi, c'est une résignation. Tu te dis que tu ne vas plus revenir, tu vas rentrer, plus jamais ça. Et parfois, tu te dis... On doit me respecter. Je suis une femme handicapée, il faut qu'ils sachent que j'ai des droits. Donc, tu fonces. Tu te dis que c'est l'occasion maintenant de montrer que vraiment les temps ont changé. Ça dépend de quelle position vous devrez vous imposer. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes ici dans le studio Kalangu pour parler sur la thématique de quel accès aux services de santé pour les femmes handicapées au Niger. Et je suis dans ce studio avec Madame Halima Alice Mekassoua, elle est présidente de l'association Femmes handicapées pleine d'expérience, une structure de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, et elle est même femme handicapée également. Et je suis locomotrice, c'est ça? Oui. Voilà. Et je suis également avec Monsieur Samaïla Mahmoudou. Il est le secrétaire général du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé Roasen. Alors, l'accès aux services de santé pour ces femmes handicapées est une vraie réalité. Ici au Niger, des difficultés énormes. Vous, Monsieur Samaïla du Roasen, comment vous abordez cette question? Qu'est-ce que vous faites pour changer cette donne sur le terrain? Quelles sont les actions que vous menez? Le Roasen, comme vous le savez, c'est un regroupement des ONG et des associations qui travaillent dans le secteur de la santé. Donc, qui parle de santé aussi parle de social. Et comme le travail que nous menons en tant qu'acteurs de la société civile, c'est d'aller vers un changement souhaité. Donc, généralement, nous, au Roasen, nous ne faisons pas ce que les activistes font. C'est-à-dire? Quand nous nous trouvons face à une situation, nous ne la médiatisons pas. Mais il y a des voies et recours. Et c'est la connaissance de ces voies et recours qui peut amener à solutionner des problèmes sans pour autant soulever des écueils. Parce que la santé, c'est un domaine qui est vraiment très sensible. Et certaines situations qui sont portées peuvent prêter ou donner suite à une mise à l'échelle. Donc, au niveau du ministère de la Santé, il y a des inspecteurs. C'est-à-dire une situation, quand elle dépasse le stade où, dans une formation sanitaire, le responsable de la formation sanitaire ne peut pas gérer cette situation, on monte plus haut. Plus haut, c'est-à-dire où? Quand vous êtes au niveau d'un CSI et que vous n'avez pas de résolution d'un problème au niveau du CSI, vous montez pour aller au niveau du district. Si le district n'arrive pas à résoudre ce problème, il y a la direction régionale de la santé publique. Voies de recours, c'est ça. Et pour aboutir aux directions générales et au ministère de la Santé, où il y a des inspecteurs qui sont là, qui sont chargés de regarder, d'enquêter
pour voir ce qui se passe et pouvoir faire des comptes rendus acquis de droit pour prise de décision. Une solution, oui. Donc, ce que nous faisons généralement, nous avons accès à toutes ces personnes. Donc, quand nous avons cas d'une situation, nous cherchons vraiment à savoir d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'accueil, c'est un problème qui est très complexe. Il y a d'abord, quelquefois, le manque d'information. Quand je prends les personnes en situation de vulnérabilité, la loi leur concède certains avantages et même des gratuités. Mais ces avantages ne sont pas connus par ces personnes, par les prestataires. Ils ne les connaissent pas. Et eux, tant qu'ils n'ont pas un papier qui les instruit pour leur dire que dans tel cas, voilà ce qu'il faut faire, et aussi que dans leur manière de gérer, il y a des outils de gestion adaptés par rapport à ça, ils ne vont jamais permettre d'avoir accès à ces services qui sont rendus. Mais que faudrait-il faire? Des séances de sensibilisation ou bien il y a d'abord une, je dirais, mise à niveau. Il faut que les engagements que l'État prend à travers les textes législatifs, qu'on les traduise en actes concrets. Mais est-ce que vous pensez que l'État a fait beaucoup pour faire face à ce problème d'accès même aux soins de qualité pour ces femmes handicapées ici au Niger? Bon, l'État, je dirais, l'État a déjà fait ce qu'il doit faire. Maintenant, c'est le système. Et le système, à travers les autorités gouvernementales. L'État, il faut le mettre de côté, puisque l'État, c'est un tout. Il définit, il cadre, et c'est à travers les textes législatifs que les modalités sont définies d'accès. Mais maintenant, c'est le système en tant que tel. Si une loi est votée, il y a un décret d'application qui doit sortir. Le décret d'application, il affine ce que la loi a dit. Et maintenant, ce décret, il a des arrêtés qui doivent sortir pour dire que par rapport à tel domaine, c'est-à-dire s'il y a, par rapport, je prends l'exemple de la protection sociale, on a la loi qui définit différents domaines, éducation, santé, sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais il revient, le décret est là, qui a davantage affiné pour dire voilà ce qu'il faudrait faire. Mais maintenant, il revient au secteur en question, quand je prends de la santé, de pouvoir prendre aussi des textes pour dire que, ah, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais prendre ces textes uniquement ne suffisent pas. Il faut qu'ils mettent des outils qui puissent permettre que ce qu'il a dit, que jusqu'au niveau de l'agent de la case de santé, qu'il sache qu'il y a eu un changement. Et c'est en ce moment seulement qu'on peut avoir ça. Mais on s'arrête au niveau global. Quand on fait ces annonces, ça s'arrête là. Le temps est contre nous. Alors, vous, Madame Alice, je reviens un peu sur l'intervention de M. Samel. Là, il a un peu évoqué une procédure à suivre, genre une voie de recours. Est-ce que vous avez connaissance de cette procédure dont il a fait cas? Oui, effectivement, oui. Et donc, est-ce que vous avez une fois fait ou bien suivi cette procédure? Bon, suivi la procédure, en fait, vous savez, nous, par exemple, au niveau de l'hôpital, c'est vrai, on a eu à faire une sensibilisation dans les pavillons. Ça fait maintenant des années. Bon, c'est vrai, on devait peut-être de temps en temps réactualiser. Donc, sur, par exemple, la prise en charge qui est gratuite, par exemple, pour les personnes handicapées. Donc, avec la collaboration de HI, donc, j'ai fait une sensibilisation. J'ai invité les majors des pavillons pour qu'ils sachent que maintenant, la prise en charge là, pour la personne handicapée, elle est importante. Oui, elle est là, elle est gratuite. Donc, et vous représentez la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Vous êtes d'abord présidente de l'association Femmes handicapées pleine d'expérience qui fait partie de cette fédération. Et donc, que fait votre structure, la fédération même générale? Qu'est-ce qu'elle fait pour faire face à ce problème d'accès? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de sensibilisation. Elle fait des plaidoyers, elle fait des sensibilisations dans l'intérieur, même jusqu'à l'intérieur du pays maintenant. Avant, c'était à Niamey. Maintenant, jusqu'à l'intérieur du pays, maintenant, les gens, nos hommes, nos personnes sont en train d'être sensibilisés par rapport aux droits des personnes handicapées. Et vous pensez que ces sensibilisations portent leur fruit à la date d'aujourd'hui? Oui, petit à petit, on dit l'oiseau fait son nid. Ça porte ses fruits. Mais maintenant, oui.
Donc, ça porte ses fruits. Par exemple, au niveau de Niamey, plus qu'à l'intérieur du pays où peut-être là-bas, il faut... Et toucher aussi le fin fond, en milieu rural également, les femmes. Oui. Et comment on appelle ça, les personnes traditionnelles, donc il faut les joindre, il faut leur parler. Mais c'est surtout ce qu'il a dit, vulgariser les tests, par exemple, en langue, pour qu'ils comprennent. Peut-être en langue germain, en langue hausa, bon, toutes les langues, les droits des personnes handicapées. Donc, ouais. Et tout ça, là, ça demande aussi un fonds. Donc, il faut faire des requêtes, des demandes. Donc, tout ça, là, la fédération, elle est en pleine activité par rapport à cette sensibilisation-là pour que les personnes membres soient vraiment édifiées par rapport à ça. Et est-ce que l'État fait beaucoup pour vous, femmes handicapées, L'État fait, effectivement, on reconnaît la part de l'État. Il y a des lois qui sont là, comme il a dit. Il y a des décrets d'application, il y a les arrêtés. Donc maintenant, c'est à nous maintenant d'aider, si je peux dire, d'aider l'État à ce qu'il ait connaissance de ça. Et que je pense que l'État aussi, après ces lois-là, il doit quand même faire un suivi, voir si ce qu'il dit, si ce qu'il a... est mis en œuvre. Voilà. Donc je crois que l'État aussi doit faire un suivi de ça là. Nous sommes donc presque à la fin. Monsieur Samaïla, votre dernier mot, que faire davantage pour améliorer cet accès aux services de santé pour ces femmes handicapées? Merci, ici au Niger? Madame. Donc moi je pense que ce que je vais dire, c'est de faire une proposition. Et toute lutte, il faut une organisation. Et les personnes handicapées ont une fédération. Et je pense que on y gagnerait à se mettre ensemble pour pouvoir d'abord faire la situation de tout ce qu'il y a comme droit qui est concédé aux personnes handicapées, de voir l'état d'avancement, d'application de ces droits, la jouissance effective de ces droits et enfin de faire une feuille de route avec les acteurs concernés qui sont le ministère de la Santé. Et aujourd'hui, la chance, c'est que le ministère de la Santé soit fusionné avec le ministère de la Population et des Affaires sociales. Et cette feuille de route, elle doit faire l'objet d'un plaidoyer et elle doit faire l'objet d'un suivi jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et c'est ça qui va permettre de mettre en place un cadre vraiment qui va permettre que ça soit effectif. Sinon, tout ce qui va être dit ou dicté dans une loi, tant que les ministères concernés ne vont pas prendre les textes et donner les instructions nécessaires, les agents ou les prestataires ne vont jamais s'y conformer. Parce qu'ils ont besoin d'être couverts, ils ont besoin d'être protégés et aussi ils ont besoin d'avoir des outils de gestion qui prennent en compte ce qu'on a dit. Parce qu'aujourd'hui, pour permettre d'avoir un accès gratuit à une personne handicapée, au niveau de la formation sanitaire, il faudrait qu'il y ait un carnet spécifique parce qu'il y a là le recouvrement des coûts. Tu ne peux pas donner une prestation gratuite à une personne tant qu'il n'y a pas un outil de gestion qui te permette de l'avoir. Quand vous prenez pour les enfants la gratuité, il y a des carnets spécifiques. Rapidement, oui, monsieur Samela. Donc, c'est vraiment, moi je pense que tout ce que nous allons faire en termes de sensibilisation au niveau des prestataires, tant que le système n'est pas mis en place officiellement et qu'ils ont reçu des instructions, ça ne va jamais fonctionner. Alors, donc moi, c'est ça mon dernier mot. Vous, Madame Samaïla, quel est votre cri de cœur à la fin? Mon cri de cœur, c'est que je veux que, par exemple, la population comprenne que l'handicap, là, tout le monde peut être handicapé. Donc, c'est dire que si aujourd'hui je suis bien portante, je peux me retrouver dans l'autre côté. Donc, de faire en sorte que quand vous voyez un handicapé, il faut l'aider. L'accepter avec son handicap. Oui. Le comprendre. Et comprendre que c'est une personne vraiment qui a besoin de soutien et d'aide. Et de lui accorder cette aide-là. De ne pas le frustrer, de ne pas le faire sentir qu'il est un membre à part. Donc c'est en faisant cela que vraiment que la société va évoluer. Que les personnes handicapées vont amener aussi leur contribution dans l'édification de la société, dans leur participation pour que la société soit vraiment
Il faut donc que la population accepte ces personnes handicapées en général et même les femmes handicapées avec leur handicap. Et c'est sur ces propos donc que prend fin ce forum. Nous avons débattu avec donc nos invités sur la problématique de l'accès aux services de santé pour les femmes handicapées au Niger, qui de par leur intervention est une réalité ici au Niger. Ces femmes rencontrent d'énormes difficultés. Alors selon donc leur intervention, il faut intensifier les séances de sensibilisation, changer la mentalité de tous les acteurs concernés pour vraiment améliorer l'accès de ces services de santé pour ces femmes handicapées ici au Niger. J'étais donc en compagnie de Mme Alissa Halima Mekassoua. Elle est présidente de l'association Femmes handicapées et pleine d'expérience, une structure de la Fédération nigérienne des personnes handicapées et femmes handicapées locomotrices. Monsieur Samaïla Mamoudou, il est le secrétaire général du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé Roassen. Merci donc à chers invités d'être venus. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. À la technique, c'était Issa Lawali, c'est Nisaka à la régie vidéo. À très bientôt sur le studio Kalangu pour une nouvelle thématique. Au revoir.